Pour soutenir la chaîne et mes créations, n'hésitez pas à regarder gratuitement une vidéo sur Utip ou à m'y faire un don. Merci, bon visionnage. Salut tout le monde! L'année 2019 est désormais terminée, bienvenue à 2020, j'espère que ça va être une année riche en rebondissements, en surprises et en projets en tout genre. Comme à chaque début d'année, évidemment, voici le sempiternel top et flop de l'année 2019. Une année qui a été plutôt riche cinématographiquement, j'avoue avoir vu beaucoup moins de mauvais films que les autres années. Peut-être que j'ai été aussi plus sélective dans ce que je regardais, mais en tout cas ça a été une année très intéressante. En tout, cette année, uniquement sortie au cinéma, je parle, j'ai vu 135 films. Évidemment, si on compte les films que j'ai vus à côté en DVD, ce genre de choses, j'en ai vu beaucoup plus. Sachant du coup que j'ai vu 135 films au cinéma, faire un flop 10 et un top 10, c'était beaucoup trop dur, beaucoup trop peu. Sachant qu'en tout, dans mes tops que je voulais mettre à la base, il y avait plus de 35 films, et dans les flops que je voulais mettre à la base, il y en avait une vingtaine. Donc voilà, ça a été trop dur d'être hyper sélectif, donc je me suis limitée à 15 films. Ça va être un flop 15 et un top 15, parce que sinon ça me faisait trop mal au cœur de pas vous parler de certains films. Avant de commencer les flops à proprement parler, j'ai envie de vous parler d'un cas un petit peu à part, que je n'arrive pas à situer parce que très clairement j'ai passé un très mauvais moment en le regardant, j'ai profondément détesté, mais j'ai l'impression que c'est aussi dû au ton du film, au ton du projet de base, et qu'en fait ce n'est pas un mauvais film en soi. Il s'agit de Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Clairement l'ambiance archi beauf, les blagues sexistes à gogo, le côté cul en permanence, la mise en scène hyper criarde, le jeu d'acteur hyper exagéré et vulgaire, clairement c'est pas ma came, j'ai profondément détesté ce film. Le souci c'est que j'ai l'impression que Nicky Larson, l'œuvre qu'ils adaptent à la base, et ben c'est quand même assez fidèle quoi. Si jamais c'est un flop, c'est pas vraiment imputable au film en soi qui, j'ai l'impression, arrive quand même à être une plutôt bonne adaptation, mais plutôt imputable au projet, au ton du truc de manière générale, et dans ce cas-là, est-ce que je peux réellement, sans être de mauvaise foi, me le mettre dans un flop malgré le mauvais moment que j'ai passé? Je pense pas, parce que je pense que c'est pas forcément un mauvais film, c'est juste, voilà, le projet de base et le ton qui me parle pas. Je tenais à en parler quand même parce que j'ai vraiment passé un mauvais moment devant, mais pour autant j'avais pas envie de le punir en le mettant dans un flop parce que je pense pas que ce soit mérité. Mon flop 15 est le film Dr. Sleep de Mike Flanagan. Alors très clairement, moi je n'aime pas les réalisations de ce mec. La série qu'il avait fait sur Netflix, The Haunting of Hill House, m'avait déjà profondément ennuyée. J'avais de gros soucis avec sa manière d'écrire les personnages parce que je trouve que l'on n'éprouve aucune empathie pour eux, qu'ils sont tous profondément détestables et profondément égoïstes à leur manière. Et je trouvais que dans The Haunting of Hill House, on avait des images qui étaient absolument magnifiques, mais que c'était un petit peu tout ce que la série avait à offrir. Et on retrouve exactement les mêmes défauts dans Dr. Sleep en fait. Donc pareil, des personnages qui sont extrêmement plats, des personnages en carton-pâte. En plus de ça, Ewan McGregor a une platitude en termes de jeu d'acteur comme rarement il a eu. Franchement, il est très mauvais dans ce film, ou alors potentiellement très mal dirigé, parce que j'ai l'impression que Mike Flanagan il aime bien quand ses acteurs en font le moins possible. À côté de ça, c'est vrai qu'il y a des images qui sont très belles, mais ça ne suffit pas. Enfin voilà, c'est un film devant lequel je me suis vraiment profondément ennuyée. Quelque chose aussi que je trouve profondément détestable avec ce film, c'est le fait de venir empiéter sur le Shining de Kubrick, donc en reprenant carrément des images, en venant reciter ce film, etc. Alors je sais bien que Dr. Sleep est une suite de Shining, mais il pouvait être une suite en étant subtil, en essayant d'assumer son héritage sans pour autant faire une repompe. Là il y avait des fois, c'était vraiment détestable dans un côté fanservice putassier. Donc voilà, Dr. Sleep, un très mauvais moment au cinéma. En 14e position, le film qui termine de me convaincre que décidément je n'aime pas ce que fait Dolan. Je sais que c'est un génie pour certains, voilà, le côté grand récit dramatique et tout. C'est un cinéma qui ne m'a jamais trop intéressée parce que voilà, c'est pas ma came, hein, je vais pas me justifier 3 milliards d'heures non plus. Même Mommy, qui soi-disant ils sont meilleurs, bon j'avais passé un bon moment, hein, mais bon. Ça ne m'avait pas non plus transcendé outre mesure, et là, ma vie avec John F. Donovan, bon déjà c'est très chiant. Je trouve que Kit Harington, de toute manière, déjà dans Game of Thrones, c'était un très mauvais acteur, et je trouve que là, il continue à prouver que c'est un mec qui a une bonne expression, vous savez, la bouche légèrement ouverte là. En plus, franchement, là, le film John F. Donovan, ça n'avait pas trop de sens en termes de quête, de messages, d'histoire, de scénario, ça allait un petit peu nulle part. Tu suis juste une tranche de vie quoi, mais c'est même pas une tranche de vie qui est particulièrement intéressante, c'est pas un film genre à la Gatsby le magnifique, tu vois, où tu vas suivre un personnage qui a une vie exceptionnelle. Voilà, c'est juste un mec très lambda, en termes de mise en scène, il y a vraiment rien d'intéressant. Alors oui, on va dire, oh là là, mais il est trop révolutionnaire parce qu'il met du Céline Dion dans des films d'auteur.
oh, j'accroche pas aux films de Dolan. Il y a un moment, ces films ne sont pas faits pour moi, ces films ne me parlent pas du tout. Je m'ennuie à chaque fois que je les vois. C'est un mec dont je respecte énormément la carrière vis-à-vis de sa jeunesse, du fait qu'il arrive à faire de grandes choses à son âge, tout ça c'est très intéressant, qu'il arrive à ramener aussi de la pop culture dans un cinéma autoriste et intellectuel et tout. Il y a plein de choses que je respecte chez lui, c'est juste que moi ça ne me parle pas du tout. En 13e position, le film Continuer. Alors il faut savoir que j'avais adoré le roman duquel est tiré le film, et en fait j'avais quand même pas mal d'attentes vis-à-vis du film parce que le livre était un récit absolument magnifique sur le lien entre une mère et son fils à travers un voyage initiatique dans des steppes avec des chevaux. Le bouquin était très introspectif, on avait vraiment accès à la moindre nuance d'émotion de chacun des personnages et du coup c'était ça qui était intéressant, c'était voir comment le lien amour, haine, famille, etc. réussissait petit à petit à se reconstruire en passant par toutes les nuances et par toutes les subtilités du spectre des émotions humaines. Le souci c'est que quand tu fais un récit qui est très introspectif, qui est très basé sur de l'intellect et qui est très basé sur comment on pourrait dire, de l'expérience intérieure avant tout, c'est hyper difficile à retranscrire au cinéma et je trouve que la tentative est totalement ratée parce qu'on se retrouve face à un récit où on a l'impression en plus qu'à la fin la quête initiatique a échoué, donc on a l'impression d'avoir regardé tout ça pour rien. On se retrouve face à un récit qu'on a vu 1001 fois et on n'a pas l'impression que ce film vienne renouveler quoi que ce soit en termes de mise en scène, en termes de message, en termes de sens. De plus on aurait pu se dire que pour compenser la perte d'intériorité des personnages, le fait de ne plus avoir accès à leurs émotions, on aurait pu compenser ça par un film extrêmement onirique, très beau, avec des grandes scènes contemplatives, énormément de plans sur la nature, des choses comme ça, chose que le film tente mais n'arrive pas à faire parce que la photographie n'est pas à la hauteur de l'ensemble. Du coup on se retrouve face à des plans qui certes sont très beaux, par exemple un lever de soleil c'est toujours joli, mais dont la couleur, la photographie, l'ambiance n'est pas non plus assez travaillée pour le rendre sublime. Ce qui fait que j'ai l'impression que le film passe constamment à côté de ce qu'il essaie de faire, et que de toute manière le projet de base me semblait assez compliqué à réaliser au cinéma. Il en découle un film extrêmement lambda, extrêmement plat, qui ne va pas au bout des choses, et qui clairement ne rend pas hommage aux matériaux de base. Alors, je suis désolée un petit peu de parler de ce film parce que c'est un film que j'avais vraiment envie d'aimer. C'est un film dont je soutiens énormément le projet. C'est un film en plus de Ozon, et Ozon j'aime beaucoup en général son cinéma. En plus de ça, dedans on retrouve Son Arlo qui est un de mes coups de cœur en termes d'acteur de ces dernières années qu'on avait découvert dans Petit Paysan notamment. Je trouve que c'est un acteur exceptionnel, mais malgré tout ça, malgré la sympathie que j'ai pour Ozon, malgré tout l'amour que je porte au projet et les répercussions qu'il a eu dans la vie réelle et la présence de Son Arlo, et ben c'est un film que je trouve vraiment raté. En fait c'est un film qui, à force d'être didactique, en oublie d'être cinématographique, comme c'est souvent le cas hélas. En plus de ne pas être assez cinématographique, le peu de cinématographie qu'il y a dedans, c'est une catastrophe. Notamment le personnage principal que l'on suit, j'ai rarement vu jouer un mec aussi mal. Il est faux en permanence. Je ne sais pas comment il fait pour ne pas dire une seule de ses répliques de manière juste. En plus de ça, c'est un film qui met extrêmement longtemps à démarrer. En termes de rythme, c'est pas du tout bien géré. En termes de narration, on a des parties qui s'étirent, on ne comprend pas vraiment pourquoi, et on a de l'importance qui est donnée à des détails qui clairement ne font que nuire au rythme et ne font que nuire à l'importance du récit. C'est un film qui manque énormément d'impact. Alors il a eu des répercussions de par son projet, de par ce qu'il racontait dans la vraie vie. Là-dessus c'est pas un souci, mais je veux dire en termes cinématographiques purs, c'est pas du tout un film coup de poing quoi. Avec un sujet pareil, on s'attendait à un truc un peu coup de poing ou drame ou un truc vraiment un truc puissant quoi. C'est pas du tout le cas. C'est un film que je trouve assez catastrophique et je pense que s'il n'avait pas eu de répercussions dans la vraie vie, c'est un film que tout le monde aurait oublié et surtout qui n'aurait pas eu le succès retentissant qu'il a eu. Et je trouve ça un peu triste de me dire que c'est un film qui repose uniquement sur son sujet et qui ne repose en aucun cas sur son aspect cinématographique, sur ce qu'il met en œuvre en fait pour raconter ce sujet. Je me dis, un film fait de la même manière, qui parlerait de n'importe quoi d'autre, tout le monde aurait gueulé au navet, et là c'est pas le cas, tout le monde le porte au nu. Alors certes c'est très intéressant d'un point de vue politique, d'un point de vue historique, que ce film vienne comme ça faire bouger les choses dans la vraie vie, mais ça ne suffit pas à en faire un bon film, et grâce à Dieu, je suis désolée, c'est un film qui cinématographiquement est beaucoup trop pauvre pour qu'on puisse le considérer comme un bon film. C'est un film devant lequel je me suis profondément ennuyée quoi.
film, putain, qu'est-ce que j'avais envie d'y croire. Quand le film a commencé, je me suis dit, je tiens la comédie absurde de l'année. Un espèce de petit bijou d'humour à la fois noir, à la fois absurde, à la fois satirique, à la fois social. Je me suis dit, ça va être absolument génial. Le souci, c'est que le film qu'on voit exceptionnel repose sur une idée de base qui est intéressante, à savoir, on est dans un monde qui ressemble au nôtre en tout point, dans lequel tout le monde vit à travers des scripts qui sont envoyés par une grande société qui envoie des scripts aux gens, et chaque personne dans sa vie se voit à un scénario et doit suivre le script à la lettre. Il y avait énormément de propos intéressants à développer autour de ça. Le problème, c'est que le film, ce n'est que ça. Une fois que tu as compris le principe, une fois qu'il y a eu des gags sur le fait qu'il y ait des gens qui s'échangent les scripts par exemple, une fois qu'il y a eu des gags sur le fait qu'il y ait des fautes d'orthographe dans un script et du coup il y a quelqu'un qui fait un peu n'importe quoi, une fois que tu as compris qu'il y a une grande société qui envoie des scripts aux gens et tout, le film ne va jamais plus loin. Le film ne développe pas de propos et ça fait complètement partie de cette espèce de prétention artistique qui est de dire je crée quelque chose mais c'est aux autres d'interpréter. En fait c'est un film qui n'a pas de point de vue, qui n'a pas de propos, qui n'a rien à dire parce que il part du principe que son principe de base sera suffisant pour que les gens aient des choses à interpréter dessus. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Clairement on sent que c'est un film concept qui n'a pas été développé au-delà et le problème c'est qu'au bout de 45 minutes tout se casse la gueule parce que tu te dis juste où est-ce que ça va mener et le souci c'est que ça mène nulle part. Donc ça aurait pu être un des meilleurs films de l'année et là c'est un des plus mauvais parce qu'il est totalement raté. Vous allez vous dire que j'en veux beaucoup au cinéma français cette année, mais vous inquiétez pas, après il y a des grosses bouses bien américaines aussi qui arrivent. Ce film là, Roubaix une lumière, je pensais vraiment que ce serait intéressant, surtout qu'il a eu quand même plutôt des bonnes critiques. Les acteurs qui sont présents dedans, ce sont des acteurs que j'aime tous énormément, et je vous avoue que quand le film a commencé, on était avec une photographie très sombre, très polar, avec juste des éclats de lumière par moments jaunes, on avait un contraste extrêmement marqué sur des visages, des jeux d'ombre. Je me suis dit que vraiment on allait tenir là un film très intéressant, un polar français extrêmement bien ficelé et tout. Le problème c'est que déjà c'est ultra long pour pas grand chose, c'est un film auquel on pourrait raboter une bonne grosse demi-heure au début du film parce que l'intrigue principale n'arrive qu'au bout d'une bonne heure de développement de film. Une fois que le développement principal arrive, c'est plutôt intéressant il faut le dire, mais ça reste extrêmement classique, c'est des choses qu'on a déjà vues, c'est pas spécialement un film qui apporte grand chose au genre. C'est un film devant lequel on s'ennuie beaucoup parce qu'on attend toujours des choses qui n'arrivent pas, on attend toujours une originalité qui n'arrive pas, on attend toujours un développement qui met extrêmement longtemps à venir, et à côté de ça c'est un film qui perd énormément son sujet, qui perd énormément son histoire parce que non seulement on suit la vie du commissaire principal qui est incarné par Roche Dizem, mais à côté de ça on suit aussi en parallèle une histoire qui n'a absolument aucun sens d'un nouveau lieutenant qui vient de débarquer à Roubaix, qui en plus de ça est croyant, donc on développe tout un lien avec un prêtre auquel il écrit des lettres, mais ça ne mène absolument à rien, et surtout cet acteur. Mon Dieu. Moi, toi tu aurais la palme avec le mec de Grâce à Dieu. D'ailleurs je pensais que c'était les mêmes au début, je vous jure que je pensais que c'était les mêmes. Ils auraient la palme parmi les plus mauvais acteurs de cette année. C'est une catastrophe de jouer comme ça. Je sais pas si c'est des gens qui viennent du théâtre parce que ils ont énormément de tics qui me semblent être hérités de la scène plutôt théâtrale. Laurent Lafitte à ses débuts, qui est sorti de la comédie française, il avait exactement les mêmes tics, les mêmes défauts, les mêmes surthéâtralisations, les mêmes phrasés de voyelles qui sont extrêmement exagérées parce que au théâtre il faut que la voix porte. Puis c'est du théâtre, il faut que ce soit un petit peu exagéré, un petit peu surjoué. Ça ne passe pas du tout au cinéma où tu es beaucoup plus proche de ton sujet. Donc oui, Roubaix une lumière, voilà, j'ai vraiment pas compris pourquoi tout le monde en a fait un plat parce que je trouve que c'est un film qui n'apporte rien, c'est un film qui est chiant, c'est un film qui n'est même pas très beau, bon voilà, c'est un film très oubliable qui en plus de ça est tenu par un des deux acteurs principaux qui est vraiment extrêmement mauvais, extrêmement faux. En 9e position, la grosse bouse pseudo-intellectuelle, pseudo-satirique, pseudo-féministe, bourgeasse de comptoir absolument horrible qui s'appelle La femme de mon frère, donc un film québécois. Je ne vous remercie pas, nos chers amis et confrères du Québec, de nous avoir permis de voir ce film en France. Je pense que j'ai déjà tout résumé avec les quelques phrases que je vous ai dit au début. C'est un film qui se la joue extrêmement intello, pour moi c'est du film de grosse bourge blanche pseudo-féministe qui se regarde le nombril,
qui est absolument pas au courant qu'il y a d'autres personnes à part son petit nombril égoïste qui souffre, qui évolue dans le monde sans avoir aucune conscience de son impact sur les autres, sur les gens. C'est un personnage qui est totalement égoïste, totalement perdu, mais elle est pas perdue parce qu'elle est paumée, mal dans sa peau ou que sais-je, elle est perdue parce que elle ne fait aucun effort d'ouverture aux autres. En plus de ça, c'est un film qui adopte une mise en scène et un montage d'une prétention absolument abjecte. J'avais l'impression en termes de montage de voir quelqu'un qui était allé à la Biennale de Lyon essayer de reproduire des montages d'art contemporain et d'essayer de rendre ça grand public dans un film qui pourtant a une atmosphère ultra auteuriste. Et j'ai vraiment tout détesté de ce film, du ton prétentieux jusqu'à la mise en scène, jusqu'au montage, jusqu'au personnage que j'avais envie de frapper. Pour moi c'est un film, si je devais définir ce qu'est le white féminisme bourgeois, ce serait ce film, et ça m'a vraiment profondément énervée. Et pourtant j'adore l'expérimentation avec l'image, le son, ce genre de trucs, mais quand ça reste une expérimentation qui ne se la pète pas, là j'avais l'impression de regarder en permanence une réalisatrice en train d'auto-regarder son œuvre et de dire « Oh regardez comme je suis une génie, oh là là je passe des trucs au ralenti, oh je mets de la musique classique à des moments qui ne vont pas du tout dans mon film, oh regardez je suis un génie, je suis un génie ». C'est une horreur, une horreur. En 8ème position, le film Zombie Child, dont j'attendais beaucoup de choses, puisque un film de zombies qui traite la vraie question du zombie, à savoir le zombie au sens haïtien du terme, ça me paraissait très intéressant. Le gros problème, c'est que c'est un film qui prétend parler de sujets comme le racisme ou la culture noire au sens large, et qu'il est porté par une personne blanche, et ça se voit énormément, parce que c'est un film qui hurle appropriation culturelle à absolument chaque minute de ce film. Et c'est con parce que je pense qu'avec un départ pareil, il y avait carrément moyen de faire un excellent film. Je pense que revenir à la source de ce qu'est le zombie, revenir à sa définition de base, pouvait être une excellente idée. Le problème c'est que ça ne mène à rien dans le film. En plus de ça, on suit une quête identitaire de 4 adolescentes et elles sont insupportables, toutes. Elles jouent mal ces actrices, mon dieu. Mais en plus de ça, les personnages sont extrêmement mal écrits, c'est 4 bourges dans un lycée de bourges. Alors il y en a une, elle vit une histoire d'amour avec un garçon, puis elle est triste parce que le garçon il répond plus, et puis il y en a une, elle est toute timide, elle vient d'arriver, alors ça se demande comment elle va se faire des amis et tout. Mais si vous voulez, c'est des sujets en soi qui pourraient être intéressants, mais la manière dont le film les traite, c'est du archi cliché et ça ne vaut pas mieux qu'une série Disney Channel quoi. En plus de ça, comme c'est toutes des grosses bourges, on n'a même pas le côté un peu sympa des Disney Channel avec des personnages qui sont pétillants, c'est-à-dire que là c'est que des meufs qui se prennent hyper au sérieux, qui ont des regards hyper froids, qui rigolent jamais, pour être un petit peu subversives vont fumer des joints en cachette dans la bibliothèque. Et je crois que ce qui m'a définitivement fait sortir du film, c'est un des derniers trucs qui arrive en fait, un gros moment white tears, mais à fond. Donc il y a la fameuse ado qui du coup a une peine de cœur et se dit est-ce que ce garçon m'aime pas, etc. Et du coup elle va voir une meuf vaudou et elle lui dit mais t'es au courant que le vaudou c'est quand même un truc, on s'en sert pas pour n'importe quoi, c'est un truc qui est très puissant. Là c'est un petit peu des caprices d'adolescente quand même que tu fais. Et la meuf elle lui dit mais je suis désolée, mais c'est traité sérieusement par le film, mais moi ça m'a fait hurler de rire. La meuf elle lui dit vous n'avez pas envie de pratiquer le vaudou sur moi parce que je suis blanche, c'est ça. Donc en tant que blanche, mes souffrances valent moins que les vôtres et que celles de votre peuple parce que vous prenez au sérieux les souffrances de votre peuple et pas moi en tant que blanche. Je vous jure que c'est vraiment ça le dialogue, mais c'est... Et le truc c'est que finalement la meuf vaudou elle se dit ah oui elle a raison, c'est pas parce qu'elle est blanche qu'elle souffre pas, et du coup elle lui fait le vaudou. Ce genre de discours, j'ai le mal au ventre du cringe quoi, mais je vous jure ça me met à la fois en colère et puis en même temps ça me fait rire devant tant de naïveté et de passer tellement à côté de son sujet, parce que putain, traiter à la fois le vaudou, le racisme et les problèmes d'adolescents, il y avait moyen de faire un chef-d'œuvre grandiose, et waouh comme ce film se vautre quoi. Oh, quelle déception, puis quel non-sens absolu quoi, il y a un mélange de tout, il y a aucune perspective politique sur un film qui pourtant, avec des sujets pareils, est obligé d'être politique. Oh, une catastrophe. En 7ème position, encore un film français, parce que cette année, décidément, la France a brillé, il s'agit de Yves. Alors moi, j'avais vraiment toutes les meilleures intentions du monde pour ce film. Quand j'avais vu la bande-annonce, en plus, la communication avait été plutôt bien faite, parce qu'on voyait juste
un frigo intelligent qui se mettait à chanter et qui concourait pour l'Eurovision. Moi ça me vendait de l'absurde à mort, ça me vendait un concept hyper marrant sur un frigo qui part à l'Eurovision, moi ça me va très bien. Ça me vendait une comédie loufoque en plus avec Philippe Catherine qui est souvent gage quand même de qualité sur ces sujets-là. J'étais vraiment archi ouverte et archi motivée par le sujet quoi. Alors je vais pas dire qu'il y a pas des réussites, hein. Notamment le personnage de Yves, donc le frigo, est vraiment bien écrit. Le personnage de Yves est même très attachant, autant qu'on puisse s'attacher à un frigo, mais voilà. Le souci c'est que j'ai l'impression que le film n'assume pas d'être absurde. Il n'assume pas d'avoir un concept complètement con, et de vouloir faire des trucs complètement cons avec son concept. Du coup, il enrobe ça autour d'une comédie romantique archi craignos, mais vraiment du bas-fond des pires comédies romantiques françaises, telles qu'on sait bien les faire chez nous, à bon renfort de grosse misogynie et de gros sexisme, avec des personnages qui sont des losers, mais qui arrivent quand même, tu sais pas comment, à se taper des nanas qui sont absolument géniales. Et donc finalement le film c'est ça, c'est une comédie romantique avec au milieu la présence d'un frigo intelligent qui va aider le personnage principal à choper sa meuf, et au bout d'un moment, effectivement, ça dure 10 minutes, le frigo va faire l'Eurovision. Voilà. C'est hyper décevant parce que franchement il y aurait vraiment eu moyen de faire une super comédie complètement débile, absurde, un truc vraiment assumé, un truc vraiment frais en plus dans le paysage cinématographique français. Et ben non, on retombe dans les pensifs de la comédie romantique con à la française quoi. Vraiment c'est dommage parce qu'il y avait un potentiel de fou et le résultat est archi craignos. Ah, il n'y a pas qu'en France qu'on fait des mauvais films, rassurez-vous, il y a aussi en Angleterre. Alors ce film a plutôt eu des bonnes critiques, mais j'ai l'impression que c'est surtout des critiques anglaises. Et j'ai l'impression que si jamais on n'a pas un contexte de compréhension de la société anglaise, et en particulier de certains contextes sociologiques particuliers dans les années 60-70, j'ai l'impression qu'on passe complètement à côté du truc. En tout cas, je sais qu'en France, les personnes à qui j'en ai parlé, qui l'avaient vu, ont eu le même ressenti que moi, ont eu aussi le sentiment d'être très extérieurs au film, d'être très extérieurs à ce qui s'y passait, et surtout de ne pas avoir peut-être toutes les clés de compréhension, et au final de se retrouver face à un film... je saurais même pas vraiment vous décrire quoi, c'est-à-dire que c'est une tranche de vie d'une famille pauvre, et c'est pas très bien joué, c'est pas très bien filmé, c'est pas très intéressant, il se passe pas grand chose, on suit juste leur vie. Alors ils sont pauvres et des fois ils se tapent dessus parce que ça va pas, et des fois ils boivent parce qu'ils sont un peu alcooliques. Et voilà, et vraiment il se passe rien, il n'y a pas de quête, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas... les personnages sont pas spécialement attachants parce qu'au contraire ça a même tendance à être un peu des connards vu qu'ils se tapent dessus et tout. Et tu suis un peu tout ça et tu te dis oui, quel est le but? Alors je sais que le réalisateur voulait dans ce film raconter l'histoire de son père. Ok, c'est très bien, t'as fait ta catharsis au cinéma, t'as fait ton petit projet pour raconter l'histoire de ton père. Est-ce que ça est très intéressant pour des spectateurs lambda qui n'ont pas forcément le contexte? Non, franchement, passez votre chemin parce que, en plus de ça, c'est noyé dans une ambiance un peu crade et malsaine et gratuitement sale. Genre, t'as des scènes extrêmement condescendantes où tu vas voir le chien qui pisse sur des factures. T'as l'impression que parce qu'ils sont pauvres, ils ont droit à une mise en scène qui est sale, qui doit être malsaine, qui doit être crade, qui doit être condescendante. Donc voilà, c'est vraiment pas un film très intéressant et qui en plus de ça n'a pas une atmosphère qui donne vraiment envie d'y revenir quoi. En 5e position, le film Cimetière. C'est toujours pas avec ce film que ce magnifique bouquin de Stephen King aura une bonne adaptation. Je sais même pas si ça vaut le coup de s'éterniser outre mesure sur ce film, tellement il fait partie de ces films d'horreur où il ne se passe rien. C'est la platitude totale, c'est l'encéphalogramme plat, ça ne fait évidemment pas peur à une seule seconde. Alors si je me rappelle bien, il y a quelques ambiances qui sont quand même un petit peu réussies, notamment dans des scènes dans des marécages qui sont dans des tons bleutés qui sont plutôt belles. En dehors de ça, putain. Alors ça peut avoir de l'intérêt pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire du bouquin pour pouvoir la découvrir, parce que l'histoire en soi reste plutôt bien et plutôt bien intéressante. En dehors de ça, quand je vous dis qu'il ne se passe rien, c'est que vraiment il ne se passe rien. Je saurais même pas vous expliquer aujourd'hui s'il y a eu un moment marquant,
un quelconque passage qui m'est resté en tête. Ça fait partie de ces films d'horreur qu'on oublie aussi vite une fois qu'on les a vus. Je vais pas m'étendre des heures dessus parce que c'était un projet qui déjà de base semblait pas très intéressant et effectivement le résultat n'est pas très intéressant. On pourrait tout à fait dire la même chose de La Malédiction de la Dame Blanche. Alors, pourquoi est-ce que je l'ai mis encore en dessous de Cimetière? Déjà parce que comme je vous l'ai dit dans Cimetière, bon, il y avait quand même quelques aspects visuels qui étaient réussis. L'histoire en plus forcément elle est intéressante parce que c'est basé sur Stephen King, donc ça faisait quand même 2 petits points à sauver au milieu d'un océan d'ennui. Dans La Malédiction de la Dame Blanche, le seul et unique truc que je vois à sauver, c'est le fait qu'il y ait Patricia Velasquez à l'intérieur. Et Patricia Velasquez, pour les personnes qui ne le savent pas, c'est une actrice vénézuélienne qui en plus de ça est une icône LGBT puisqu'elle s'est déclarée lesbienne et ça a été la première actrice à faire son coming out au Venezuela. Vous pouvez suivre son Instagram qui est hyper intéressant. C'est aussi une princesse Wayuu qui milite énormément pour le parler Wayuu, pour son peuple, donc le Wayuu c'est une peuplade indienne. Mais aussi Patricia Velasquez, c'est évidemment... Allez, je sens que vous avez le nom sur le bout de la langue. C'est Tang Sun-Amun dans La Momie et dans Le Retour de la Momie. Donc évidemment moi quand je l'ai vu à l'écran j'arrêtais pas de taper sur la cuisse d'Antoine et j'ai fait oh, c'est Tang Sun-Amun, c'est Tang Sun-Amun, c'est Tang Sun-Amun. C'est honnêtement le seul truc bien du film. C'est pour vous dire le niveau de tristesse du reste quoi. En plus de ça, bon elle a quand même vraiment pas un rôle très marquant et très intéressant, mais bon c'est toujours... moi ça me fait toujours très plaisir de la voir à l'écran. En plus de ça, il y a un truc que je trouve profondément détestable dans La Malédiction de la Dame Blanche, c'est le fait que le film ait été francisé. Puisque à la base c'est censé être la malédiction de La Llorona. La Llorona c'est une légende qu'on connaît très peu en France. La Llorona c'est une légende qui à la base est plutôt axée sur le Mexique, mais il me semble qu'il y a aussi des choses qui se passent au Brésil, au Guatemala, ce genre de choses. Je vous mettrai d'ailleurs un excellent épisode de Occulture sur ce personnage, sur ses origines, etc. parce que c'est une légende qui est très intéressante qu'en France on ne connaît pas. Et c'était justement l'occasion à travers ce film d'horreur d'enfin apporter un petit peu de nouveauté, un petit peu de fraîcheur et d'exploiter une figure occulte qu'on ne connaît pas ou peu. Et bien en France, ce n'est pas la malédiction de la Llorona, c'est la malédiction de la Dame Blanche. Parce qu'évidemment, en bon franco-français que nous sommes, nous ne sommes pas capables de comprendre des choses qui ne viennent pas de notre culture à nous, hein, notre culture à nous là, les blancs, les français, les vrais, les forts, hein. Donc je trouve ça profondément détestable en termes de stratégie marketing d'avoir francisé le nom, d'autant plus que quand on regarde l'histoire qui est développée dans le film, ça n'a rien à voir, mais à aucun moment avec la Dame Blanche. D'ailleurs j'avais vu le film en VOST, donc en VOST elle s'appelait bien La Llorona, mais s'il y a des personnes qui l'ont vu en VF, dites-moi si jamais en VF ils l'ont appelée la Dame Blanche, parce que dans ce cas-là ce serait encore plus un non-sens. Enfin, voilà, une catastrophe marketing pour un film qui de toute façon était une catastrophe, et le seul bon point c'est que ça m'a fait découvrir l'Instagram de Patricia Velasquez. Et vous me direz, c'est déjà pas mal. On continue à défoncer de la comédie franco-française avec Mon chien stupide. Je pense que je ne m'excuserai jamais assez auprès d'une de mes collègues de l'écran qui s'appelle Listener, qui est venue avec moi parce que moi j'avais lu le bouquin de John Fante, qui était un bouquin que j'avais beaucoup aimé, donc un ton très cynique, quelque chose d'assez anti-système, où on suivait la vie dégueulasse, plate, triste et déprimante de Bourges. C'était un truc qui était vraiment très anti-Bourges justement. Et donc du coup je lui ai dit ouais tu vas voir, ça va trop bien, ça va être trop bien, on va s'éclater, allez viens avec moi, viens avec moi. J'ai rarement senti quelqu'un se fondre, je sais pas comment expliquer, se dénaturer au fur et à mesure d'un film autant qu'elle l'a été à ce moment-là. Sincèrement, Listener, si tu vois cette vidéo, je m'excuse platement de t'avoir emmené voir ça. C'était un des moments les plus gênants de toute mon existence, d'autant plus qu'on était dans une salle remplie de vieux. Et c'est un film qui est vraiment de l'humour de boomer, donc avec de l'humour genre oh les jeunes qui fument de la weed et les jeunes qui baisent, gna 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 gna, quand même de mon temps c'était mieux. Et nous deux on était au milieu et on se disait mais qu'est-ce qu'on fout là, qu'est-ce qu'on fout là. En plus de ça, si t'avais que de l'humour de boomer, bon, mais t'as de l'humour homophobe, de l'humour extrêmement misogyne. Voilà, c'est un très mauvais film, alors mais si c'était que sur les propos, l'humour, etc., à la limite on va dire que c'est subjectif, mais en plus de ça c'est un film qui est très mal filmé, il y a des phases d'action avec un montage. À côté de ça, le montage de La femme de mon frère, c'est un chef-d'œuvre, hein, vraiment, alors que pourtant je pense que c'est un des pires montages de l'année. Les jeux d'acteurs, ils sont à la ramasse, Yvan Attal, il en fait le moins possible, il en fait le minimum du minimum, il y a personne qui est impliqué, tout le monde s'en bat les couilles. C'est une catastrophe, et c'est une catastrophe qui, en plus, pour moi,
montre l'exact inverse de ce que voulait montrer le roman. Le roman, c'est un truc sur la vacuité des bourges, sur la vacuité de leur vie, sur le fait qu'ils ont plein de fric, qu'ils sont toujours dans des problématiques pseudo-existentielles à se regarder le nombril, donc c'était un truc assez intéressant. Et là, au contraire, c'est tout l'inverse, c'est du ouin-ouin de bourges, quoi, donc t'es toujours en pseudo-empathie avec eux, et on est censé les plaindre, et on est censé être en totale empathie avec ce père qui dit clairement qu'il regrette d'avoir fait des enfants et qu'il a pourri la carrière de sa femme pour pouvoir suivre la sienne. Bref, je vais pas m'étendre des heures sur ce film, mais quelle catastrophe, quelle horrible catastrophe, et putain quel moment de gênance. Et je me rappelle, en plus on était très énervés en sortant du film, on parlait très fort, et il y avait un couple derrière nous qui avait dit « Oh bah moi je trouvais que c'était un très bon film, hein, peut-être même le meilleur film de l'année que j'ai vu ». J'étais en mode mais comment tu peux dire ça, avec tous les chefs-d'œuvre qu'on a eu cette année, comment tu peux dire que Mon chien stupide c'est le meilleur truc que t'aies vu, quoi. Bref, c'était l'angoisse absolue ce film, et en plus de ça, l'avoir vu dans ces conditions-là avec des gens qui riaient à toutes les blagues homophobes et misogynes, ça ne fait que le détester encore plus. En deuxième place, le film qui a longtemps failli être le premier tellement je lui chie à la tronche. Il s'agit de Pokémon Détective Pikachu. Ce film prend mon enfance, ou pas que mon enfance, hein, parce que je continue à être une Pokéfan absolue. Donc si vous voulez, ce film prend ma passion, se torche le cul avec, et affiche ça sur grand écran en disant « Regardez, ça me fait plaisir, hein? Ah, vous êtes content? Ah oui !» Je saurais même pas vous décrire le niveau d'angoisse de ce film. Alors déjà, les Pokémon version réaliste... Il y a un plan sur Ectoplasma à un moment, mais c'est un des pires cauchemars que j'ai vu de ma vie, mais c'est une angoisse. Ectoplasma, c'est un des Pokémon les plus stylés de tout l'univers Pokémon, et vous en avez fait ça, mais les gars, vous avez pas de race. En plus, moi, l'idée, franchement, de voir un film Pokémon réaliste, qui se déroule dans l'époque contemporaine, avec des Pokémon qui prennent part à la vie de tous les jours et tout, mais bon, franchement, je dis oui, je signe, mais pas avec un film pareil. Pas avec un film pareil où déjà les designs sont atroces. Ça, à la limite, on va dire c'est une question de goût. Les incrustations sont dégueulasses, ça c'est pas une question de goût, c'est une question de mauvais effets spéciaux. Ce film a 15 ans de retard. Vous pouvez gueuler hein, sur le roi Scorpion dans Le Retour de la Momie qui est mal incrusté, mais putain, le roi Scorpion dans Le Retour de la Momie c'était en 2001. Là, ça vaut à peine les effets spéciaux du Retour de la Momie, et je vous jure que j'exagère pas en disant ça, quoi. En plus de ça, le scénario a aussi 20 ans de retard. Enfin, c'est une catastrophe, on se retrouve avec des écritures de personnages, mais... on a l'impression ouais, d'être retourné 20 ans en arrière. Exactement le même type d'écriture de personnages qu'ils ont fait dans le reboot de La Momie, justement, avec Tom Cruise et je sais plus, Fat Ass Girl. Du coup, c'était exactement le même truc, à savoir des personnages qui sont en pseudo-rivalité, mais à la fin, ils vont quand même finir par sortir ensemble. Donc déjà, c'est un trope qui est insupportable depuis des siècles et des siècles, tout le monde en a plein le cul, mais en plus de ça, c'est mal amené, et puis c'est... dire, on a quand même évolué dans les relations hommes-femmes depuis 20 ans, non? Je sais pas, il y a des choses qui se sont passées en termes d'écriture de personnages, en termes d'évolution, en termes d'alchimie entre des personnages. Là, non, là, le film est vraiment resté sur du basique, c'est ultra stéréotypé aussi dans les stéréotypes de genre, évidemment, hein, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et pour couronner le tout, je pense que c'est une des pires séances de cinéma que j'ai fait de ma vie, vraiment, encore pire que celle de Mr Babadook où j'avais dû me lever et gueuler « Bon maintenant vous fermez tous vos gueules » tellement la séance était bruyante. Là j'ai quand même dû aller appeler la sécurité du cinéma, c'est la première fois que ça m'arrive. Tellement on avait devant nous en fait une rangée de 4-5 personnes je dirais, et déjà ils arrêtaient pas de faire des allers-retours aux toilettes ou ce genre de trucs. Bon, à la limite t'as une petite vessie, ça te regarde, mais t'essaies de te lever un petit peu discrètement. Là quand ils se levaient c'était genre en mode je dis à mes potes que je me lève, je me lève hein, je reviens. Donc ils foutaient un bordel pas possible, ils claquaient les portes. On s'est demandé avec mon copain s'ils allaient pas fumer, si c'était pas genre planquer un joint dans les chiottes et qu'ils allaient fumer parce que ça sentait un petit peu la beuh sur leur retour, donc je pense qu'il y avait quelque chose comme ça. En plus de ça, ils avaient évidemment leur téléphone. Quand on leur a fait la remarque en disant vous planquez vos téléphones, c'est évidemment nous qui nous sommes fait engueuler. Et il y en a un, au bout d'un moment, carrément, il prend une conversation, c'était WhatsApp. Il prend une conversation WhatsApp comme ça, genre en visio, au cinéma, pendant la séance. Mais je veux pas me la jouer vieille connasse, rabat-joie, rabougrie, parce que là je vais avoir 27 ans le 20 janvier, donc voilà, je fais partie des vieux cons maintenant, mais quand même, genre, je sais pas si le film te fait chier, ou si t'as envie d'être avec tes potes, ou si t'as envie de... Soit tu vois un film chez toi, soit tu te casses en fait, mais...
c'était horrible. Donc du coup voilà, j'avais appelé la sécurité, ils les avaient foutus dehors parce que c'était beaucoup trop insupportable. Et ça ne m'a pas aidé du coup à apprécier ce film, mais de toute manière je pense que même sans ça, j'aurais profondément détesté. Mais il y a pour moi un film qui est encore plus mauvais que Pokémon Détective Pikachu, malgré tout l'affect et le côté détestable que ça a pour moi sur un plan personnel. Il y a pire, il y a... Hellboy! Putain de mon dieu de bordel de Hellboy. Je sais même pas par où commencer pour vous dire tellement qu'il y a rien qui va dans ce film. Le seul truc pour moi qui a sauvé, c'est la performance de l'acteur qui joue Hellboy, qui pour moi s'en sort vraiment bien. Ça me rend du coup d'autant plus triste de voir que ce film est terriblement mauvais, qu'il a eu en plus les très mauvaises critiques qu'il méritait, hein. Parce que ça veut dire qu'on n'aura plus de suite avec lui incarnant Hellboy, alors que très honnêtement il s'en sort vraiment bien. Et moi, un bon Hellboy bien mené, bien fait, avec lui en acteur principal, ça m'aurait vraiment dit, parce que je trouve que c'est un très bon élément du film. En dehors de ça... Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un film qui a Milla Jovovich au casting? Voilà. C'est parmi, on va dire, la moyenne de sa carrière, hein. C'est-à-dire que c'est même pas un film qui est assez mauvais pour être un nanar, c'est un film qui n'est pas divertissant, c'est un film qui n'est pas drôle, c'est juste un film très mauvais. Mais très mauvais. Déjà c'est laid, c'est un dégueulis d'effets spéciaux ratés. Tout le monde a parlé de Cats cette fin d'année en termes d'effets spéciaux ratés, mais Hellboy à mon avis il serait pas très loin. C'est-à-dire que Cats, forcément, vu qu'il y en a tout le long du film, tout le monde en a beaucoup parlé, et effectivement c'est vrai que sur les bandes annonces c'est extrêmement flagrant que c'est très moche. Hellboy, il y a moins d'effets spéciaux, donc forcément ça se voit peut-être moins, mais à mon avis ils sont du même acabit quoi, c'est une catastrophe. Le scénario, tout le monde a décidé a priori qu'on s'en battait les couilles, donc je vais m'en battre les couilles aussi. Les jeux d'acteurs en dehors de l'acteur principal de Hellboy, voilà, y a rien à sauver. Ça vaut pas le coup que je m'étende outre mesure sur ce film qui est une catastrophe, dont tout le monde a parlé comme étant une catastrophe. C'est un film qui s'est planté au box-office, et hélas ça me rend triste de dire ça parce que j'ai pas envie de défoncer inutilement un film, mais je pense qu'il le mérite parce que t'as l'impression qu'il y a eu le minimum d'efforts et d'investissement qui a été fait dedans. Il y a un moment, quand tu veux faire les choses de manière bâclée, t'as aussi le résultat de ton investissement, et là en l'occurrence... Voilà quoi, le résultat est pas ouf. Voilà, mon flop de l'année 2019 est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Je vais vous mettre un lien dans la barre d'infos pour passer directement au top de mon année 2019, et je vous retrouve tout de suite pour qu'on en parle. Salut!